que sinon, ça serait normal. On revient à la première phase, vous vous souvenez du tour de magie. Donc, magicienne. Ah non, je ne suis pas une magicienne. Non. Ça c'est pour que tu nous parles un peu aussi de ta pratique. Tu es praticienne, pas que auteur, essayiste. C'est à partir quand même de ton expérience clinicienne. Donc, la réparation. Vous savez ce que c'est que la clinique? La clinique, c'est être au chevet du patient. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des psychologues cliniciens, des médecins cliniciens. C'est quand on est au chevet du patient, le chevet symboliquement parlant. C'est être au chevet du patient. Je le dis parce que c'est pas forcément fondamental, mais en même temps, ça veut dire qu'on est dans l'acte d'être présent à côté de la personne qui est en souffrance. Si on est au chevet d'eux, on n'est pas dans la recherche. Les livres sont cliniques. On peut en sortir, bien évidemment qu'on peut en sortir, bien évidemment qu'énormément de personnes qui sont sous emprise, quel que soit le système de l'emprise qui a été mis en place, que ce soit conjugal, familial, professionnel, sectaire, et j'allais dire dans le système familial que ce soit l'emprise d'un parent sur les enfants, l'emprise d'un conjoint sur son conjoint, ou l'emprise, une forme d'emprise qu'on voit aussi, à savoir d'un enfant sur les parents et le reste de la famille. On peut bien évidemment en sortir le jour où on arrête de croire en la promesse. Et le jour où non seulement on arrête d'y croire, mais le jour où on va se confronter à la promesse. Qu'est-ce que c'était que cette promesse? Pourquoi j'ai eu besoin, moi, de croire à un moment à cette promesse? Qu'est-ce que je suis allée chercher dans la promesse qui m'était faite? C'est à partir de ce moment-là. Le travail, il va être long et, tant qu'à faire, douloureux. Bon, je suis désolée de vous le dire, mais c'est vrai. Il va être long parce que ça ne se fait pas comme ça, parce qu'il y a des risques de rechute, parce que par moments c'est tellement compliqué que les personnes vont avoir tendance à finalement retourner vers leur tyran, dont elles comprennent le système, même si elles souffrent, plutôt que de sortir complètement du système parce qu'elles se sentent tellement seules qu'elles ne savent pas où aller. Donc elles vont avoir tendance à retourner vers leur tyran, elles vont se détester de retourner vers leur tyran, elles vont détester le tyran de continuer à avoir cette espèce de captation sur elles, mais elles vont y retourner. On ne blâme jamais une personne qui retourne avec son tyran, on ne blâme jamais une personne qui dans une situation professionnelle va rester dans la situation professionnelle même si elle se sait harceler, on ne blâme pas une femme ou un mari qui retourne avec son conjoint même s'il l'a quitté, on ne blâme pas un enfant qui n'arrive pas à se détacher de son parent, on ne blâme pas quelqu'un qui va retourner dans le système sectaire. On l'accompagne. La rechute, elle est normale. L'exemple que je prends le plus souvent, et je sais qu'il y en a au moins une ici parmi vous qui l'a entendu, c'est les personnes qui ont un très grave accident de voiture, très grave, qui vont être hospitalisées pendant longtemps, qui vont mettre du temps à récupérer la mobilité, la motricité, à éventuellement récupérer les facultés cognitives, les facultés émotionnelles. Et ces personnes-là, on les accompagne en thérapie, il y a de la kiné, il y a la consolidation, ça peut durer des mois, ça peut parfois durer des années. Si elles réapprennent à marcher et qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, elles s'affaiblissent, elles tombent, on ne va pas dire, bah, quand même, ça faisait 2 mois que vous marchez beaucoup mieux, faites aucun effort. On va dire c'est une victime de la circulation, on prend son temps avec elle. Les personnes qui sortent de l'emprise, ce sont des victimes de la circulation de la vie. On va prendre leur temps avec elles. Longtemps. Parce qu'il y a toute la circulation à remettre en route, cognitive, émotionnelle, psychique. Il y a la liberté de penser, il y a la liberté de parole, il y a tout ça qui doit revenir. Donc, c'est long. Et c'est douloureux. C'est douloureux pour la personne parce qu'en fait, plus elle va faire un pas en avant, et plus elle va voir d'où elle vient. Donc, plus elle va voir ce qui a été abîmé pendant la relation d'emprise. Plus elle va comprendre les traumas qu'elle porte, et plus elle va comprendre les violences qu'elle a vécues. Mais plus elle va les comprendre si elle est correctement accompagnée, et plus elle peut s'en détacher, parce que face à ça, elle va mettre une réponse qui lui appartient. Elle va se remettre, elle, en connexion avec elle-même. Petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'elle intègre l'idée qu'il vaut mieux un petit pas qu'un très grand pas si elle ne sait pas où aller. Il vaut mieux faire dans la journée 3 petits pas qu'un seul grand pas et puis s'arrêter tout d'un coup parce qu'on est face à un abîme. C'est pas grave. C'est pas grave que ça prenne du temps. Ce qu'il faut, c'est que petit à petit, elle arrive à ressentir. Et je dis bien ressentir et pas ressentir les choses. Le ressenti, il vient après. C'est d'abord
ressentir, donc sentir à nouveau, pour pouvoir ressentir vraiment. Donc tout ça, c'est très très long. Mais on peut réellement en sortir. Et, comme je vais quand même finir sur une bonne nouvelle, parce qu'il doit être 19h55 et monsieur... Non, 50. 8 minutes. Comme je vais finir sur une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire quand on accompagne des personnes qui sortent d'une situation d'emprise. C'est qu'elles ne seront plus jamais qui elles ont été avant l'emprise. Alors vous allez me dire, oui, mais les enfants qui sont sous l'emprise de leurs parents depuis leur naissance, mais ils ne seront plus jamais l'enfant qu'ils ont été, c'est-à-dire l'objet instrumentalisé par le parent au profit du parent pour la seule jouissance du parent. Elles ne seront plus jamais ça. Elles seront un peu de ça. Parce qu'il va rester des cicatrices. Et une cicatrice, j'imagine que parmi vous, il y en a plusieurs qui doivent avoir des cicatrices. Les cicatrices, on les a a priori toute notre vie. Et parfois, on les regarde en se disant « Ah oui, c'est vrai, je suis tombée, je me suis coupée, j'ai eu un accident. » On n'y pense pas toute la sainte journée à nos cicatrices. Sinon, il y en a qui passeraient leur temps. « Oh là là, je fais ça, puis là, je fais ça. » Heureusement qu'on n'y pense pas tout le temps. Et en revanche, la cicatrice, elle intervient en rappel. J'ai vécu ça. La cicatrice émotionnelle, elle va intervenir en rappel. J'ai vécu ça et j'en suis sortie. Et j'en suis sortie. Et beaucoup disent, mais j'en suis sortie avec mon avocat, mon thérapeute, ma famille. Non, c'est pas la famille. La famille, ça peut être un soutien. C'est pas l'avocat, ça peut être un soutien. C'est pas le thérapeute. C'est la personne qui était sous emprise, qui sort de l'emprise. Elle est juste allée chercher les bonnes ressources au bon moment pour elle. À côté, c'est que des accompagnants d'une situation difficile. Dit beaucoup plus simplement, si vous avez une fuite d'eau chez vous et que vous appelez un plombier, ça sera bien réparé. Si vous appelez un électricien, pas sûr que ça marche. Si vous appelez votre meilleure copine, elle a intérêt à être en plomberie parce que, pour avoir fait une fois l'expérience, c'est pas la meilleure copine qui sait faire la plomberie. Si vous appelez uniquement des proches qui croient connaître et qui vous soutiennent en donnant le mauvais conseil, vous ne serez pas bien accompagné dans la sortie de l'emprise. La sortie de l'emprise doit être douloureuse pour être efficace. Est-ce que quelqu'un aurait une question légère à poser? Demain, il faut quelqu'un. Il fait beau. J'ai une question. Quand vous dites on ne blâme pas la personne qui va, je dirais, dans la période justement de transition affectationnelle, qui va retomber. On l'accompagne. Mais comment on fait du concret pour les proches, l'entourage, par exemple, justement, qui va voir la personne qui va retomber. Et a priori, parce que j'ai compris, ça va arriver quoi qu'il arrive. Pas quoi qu'il arrive, mais c'est fréquent. C'est fréquent. Comment réagissent, comment doivent réagir les proches, l'entourage et tout ça, qui va vouloir empêcher vraiment cette... L'entourage, il doit se dire, ça provoque en moi une émotion. Parce que c'est de l'incompréhension. Mon ami, mon proche, mon parent semblait avoir compris et il y retourne. C'est une incompréhension. Ça va provoquer un sentiment d'injustice. Je me suis donné du mal, j'ai été là, j'ai écouté, j'ai été présent et elle y retourne quand même. Ça va provoquer de la colère, un sentiment d'injustice. Donc l'entourage, il doit absorber ces émotions-là. Il doit rester. C'est pas, bien sûr, c'est pas dire je comprends, tu étais dans une relation d'emprise et tu es dans la période de rechute et après tu vas en ressortir. C'est juste dire, c'est malheureusement logique. Je dirais pas normal, malheureusement logique pour certaines personnes qu'elles retraversent cette étape-là. Donc c'est simplement de leur signifier, ça a répondu à un moment à un besoin, t'es pas encore assez solide, mais nous on est toujours là. Nous on est toujours là. Pour l'entourage, c'est épuisant. C'est très dur pour la personne qui est sous emprise, mais pour l'entourage, c'est épuisant. Quand on parle des aidants, par exemple, quand il y a un membre de la famille qui est très malade et qu'il faut accompagner, aujourd'hui, de plus en plus, on considère les aidants. Moi, je pense qu'on pourrait considérer à peu près de la même manière les personnes qui aident les personnes sous emprise à sortir de l'emprise. Parce que c'est un vrai soin qu'il faut apporter, à tout point de vue. Et ça prend du temps aussi pour l'entourage, parce qu'en plus, l'entourage, à l'origine, il a été dupé. L'entourage, à l'origine, il a été confronté à la personne qui avait sous emprise. L'entourage, même s'il va dire, je l'avais senti au début, il y avait un truc de louche. Et alors, souvent dans l'entourage, en plus, ils ont une phrase remarquable, ça c'est dans les relations conjugales, quand c'est complètement délétère, les
amis, les gens de la famille, tout ça, qui me disent ah, je suis contente que tu t'en sois sortie parce que je te l'avais pas dit quand tu l'as rencontré, mais je l'avais senti là, ça vraiment. Enfin, mais j'ai pas osé te le dire. Ah ben merci. Bah, la prochaine fois, tu gardes ta réflexion pour toi. Parce que là, c'est juste remettre. En plus, tu aurais pu m'aider et tu l'as pas fait. Le livre de Delerme, les phrases assassines. Et c'est la phrase qui se veut consolatrice. Mais c'est la phrase qui se veut consolatrice. C'est je te comprends parce que je le savais. Mais si tu le savais, tu devrais peut-être le dire plus tôt. C'est sympathique. Voilà. Donc l'entourage, il est pris aussi dans ce système-là. Dernière question, mais l'entourage, c'est un peu comme un drogué là, qui on va empêcher, qui en manque, on va l'empêcher de retrouver. Est-ce qu'il peut, par rapport à ce tyran, justement, faire en sorte que la personne n'ait aucun contact, rien du tout, pour justement accélérer et éviter cette retournée? Ça dépend des situations. L'entourage, il peut dire attention. Il peut dire tu connais les enjeux, toi-même, tu connais les risques. Quand je dis ça dépend des situations, c'est qu'en fait il y a une situation où on ne peut pas empêcher la communication. On ne doit pas empêcher la communication. Et beaucoup l'ont empêché et des personnes se sont retrouvées dans des situations absolument pourries. C'est quand il y a des séparations conjugales. Il y avait un truc hyper à la mode il y a 10 ans, c'était parce que, apparemment, pour sortir d'une relation avec un tyran, il fallait parler anglais, c'était le no contact. On peut dire pas de contact en français, mais là c'était devenu le no contact. Alors on encourageait, beaucoup de personnes encourageaient les femmes qui sortaient d'une relation conjugale violente, avec des enfants en commun, à couper complètement les ponts avec leur conjoint. Ah, mais la loi n'est pas du tout d'accord. Mais pas du tout, donc madame, mais vous parlez plus avec votre ex-conjoint, mais ça ne respecte pas les obligations parentales. Donc monsieur, il va avoir la garde des enfants. Voilà. Donc il faut quand même aussi se dire quel est l'enjeu. En fait, si j'invite, j'encourage, je protège mon proche qui sort d'une relation d'emprise à ne plus avoir de contact, est-ce qu'au-delà d'elle, de lui, je la mets dans une situation possiblement périlleuse au regard de la loi? Deux dernières questions. Oui. J'ai une question pas vous, désolée, mais On va parler tout à l'heure du risque d'atteinte de la personne qui s'en va, justement par le tyran, mais dans le cas du tyran qui menace de se suicider. Est-ce que c'est fréquent, d'une part, et d'autre part, voilà, est-ce que ça participe au jeu de manipulation? Il y a absolument, enfin, il y a des statistiques sur les tyrans qui se suicident, vraiment ou non? Alors, il n'y a pas de stats. Il n'y a pas de stats dessus. Non, il n'y a pas... Parce qu'en fait, c'est assez difficile, quand quelqu'un se suicide, de lui dire « vous étiez un tyran avant de mourir ». C'est pas dans les... Voilà. Et même si on s'est posé la question, je ne suis pas sûre que le mort réponde. Ça fait partie du... Mais un tyran ne va pas se suicider. Oui, c'est ça. Un tyran, il ne peut pas se suicider. Un tyran, il va menacer, il va aller chercher la compassion, il va aller chercher, il va développer la peur, il va appuyer sur la culpabilité, mais il ne va pas se suicider. Et d'autant plus que plus la perversion est installée, plus il y a forcément un ressort paranoïaque. Et s'il y a un ressort paranoïaque, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement ils ne l'entendent pas, non seulement ils disent qu'ils ne sont pas paranoïaques parce qu'ils ne sont pas paranoïaques, parce que c'est le monde qui leur en veut, eux ils vont. Mais en plus, les paranoïaques ne se suicident jamais puisque eux ils vont. Donc un tyran il ne se suicide pas. En revanche, il menace. Je vais tuer tes enfants, tu ne me verras plus jamais, tu n'auras plus rien, tu vas mourir. Gardien du temps. Qu'est-ce qu'il veut? Je suis gardien du temps. La dernière question pour. J'ai vu des mains se lever. Oui. Oui, il semblait mentionner que dans le cadre, alors c'était au moment où on parlait des sectes, quand quelqu'un dit je vais rester parce que moi je vais réussir à faire bouger les choses, vous avez mentionné le fait que c'était en extrême danger. Donc quel type de danger il peut avoir? C'est-à-dire qu'ils vont se faire repérer par le tyran qui va se dire ah celui-là c'est un coriace et je vais m'en occuper comme il faut, ou est-ce que c'est que de toute manière on ne résiste pas et on finit par sombrer de toute façon? Enfin, quel type de danger? Vous aviez l'air de mentionner que c'était un danger important. Les deux, et éventuellement cumulés. D'accord. Voilà. C'est... Et rapidement... Même si on croit... En fait, jouer le jeu du tyran, on ne peut pas le faire longtemps. Quand on est juste dans le jeu du tyran en se disant je vais faire semblant pour qu'il ne me remarque pas, et donc je vais essayer d'informer en sous-main les autres, on ne peut pas le faire longtemps. Parce que
c'est contrarier tellement qui l'on est que l'on finit soi-même en fait par devenir tyrannique avec soi-même. Et si on ne joue pas le jeu du tyran, du fait il va le repérer. Donc comme vous le dites, soit il va se dire là je vais appuyer encore plus fort et comme j'ai ma garde armée autour de moi, je vais me servir de ma garde armée pour aller détruire le résistant, soit au contraire la personne va résister jusqu'au jour où ses énergies psychiques, ses forces psychiques se sont totalement étiolées, parce qu'à force d'essayer d'informer et de ne pas être entendue, elle craque. Ah oui, elle craque. Alors c'est une tradition, avant de conclure. Nous sommes dans une librairie, je crois. On n'avait plus trop l'impression, on était en clinique, on était tyran. Alors, est-ce que tu pourrais nous proposer, on a besoin un petit peu, 3 ou 4 lectures ce soir? On n'a même pas répété. L'emprise, Sarah Chiche, je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est sur l'emprise thérapeutique. Il y a 10 ans, c'est une femme qui se retrouve sous l'emprise de son thérapeute et je vous laisse si vous voulez lire la suite. Et je trouve ça très bien que ça soit une psychanalyste qui l'ait écrit. D'abord parce qu'on dit tellement de mal des psychanalystes que de temps en temps, il faudrait aussi peut-être un peu reconnaître tous les bienfaits qu'il y a liés à la psychanalyse. Pas trop mal. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a rien de mieux que... Enfin, on ne parle bien que de ce que l'on connaît. Je ne dis pas du tout que Sarah a mis qui que ce soit sous emprise, mais la critique que l'on porte sur le domaine dans lequel on travaille, elle est souvent parce qu'on connaît très bien le domaine dans lequel on travaille. Donc le fait de dire qu'on n'est pas tous... surtout qu'on n'est pas tous bienveillants, c'est plutôt une bonne chose. Alors ça, c'est pas forcément mon livre préféré. Elle n'aime pas. Non, c'est pas forcément mon livre préféré, mais au cinéma, il fait un carton. L'amour et les forêts, qui l'a vu dans la salle? Ah bah, Qui l'avait lu? J'ai lu le livre. Moi, j'ai pas lu le film, Ah. j'avais lu le livre. Mais le film n'est pas comme le livre. Oui, il est très différent. j'ai cru comprendre que le film est beaucoup plus précis sur les prises que le livre. Mais bon. Appropriation de l'image. Mais bon, Oui. c'est un dans une librairie, Bon. c'est tiré du livre, On en a rentré on quand se même. rapproche de l'été, il est sorti en Bon, allez, poche, 2 il a été livres. pris des- Un troisième ou pas? Là, Je l'ai lu je avant viens de qu'il te sorte. faire la Non, chronique. c'est un bon livre quand même. Ah, Céline, j'en profite pour citer 2 auteurs qui se sont glissés, les participants de l'emprise. Éric Moindron, qui peut te lever, auteur, Comme à la messe. compositeur. Et puis il y en a d'autres, parce qu'il y a d'autres mecs qui sont arrivés entre-temps. Céline, qui anime ici des ateliers d'écriture depuis 130 ans. Oh, mais j'avais tout préparé. Alors, T'as l'art de l'élégance, toi. voilà. Au moins 100 ans. Non, mais c'est... Une fidèle, et alors des jeunes pousses Tiens, ont travaille. gagné des trophées, ou comment on va dire, France, explique-nous ce que Des tu as footings. gagné, des nouvelles fantastiques, c'est-à-dire que les élèves de l'atelier produisent des choses tout à fait fantastiques. Alors, vous connaissez cette personne? Oui. Voilà. Alors moi j'en ai 2, moi j'en ai eu 2. J'ai bien aimé Rien ne s'oppose à la nuit, qui était quand même un peu le premier, hein. Ce thème-là, et l'autre, c'est... oui, les Mais l'autre de Delphine de Vigan, il est pas... Celui-là, je crois que c'est sur sa mère. Oui, c'est pas la même chose. Voilà. Non, 70 c'est d'après My l'histoire Absolute vraie. Darling. Ah oui. D'après l'histoire vraie. Et la photo de la personne qui est là, vous demanderez après la fin de Une heure un livre. Je la connais. On parle de toi, on parle de moi. Après, On parle de toi, on parle de moi. alors là, je voulais parler de ce livre-là. My Absolute Darling. Est-ce qu'il y a des mineurs là? non, Il y en a un visuellement. petit là-bas. Je ne suis pas mineur, mais je voulais dire quelque chose sur la conversation que je n'ai pas entendue en entier, parce que j'étais parti. Sur ce personnage tyrannique qui existe ou qui n'existe pas, enfin qui existe, ça a fait écho à une citation abyssale d'Arthur C. Clarke, qui est, comme chacun le sait, un immense écrivain de science-fiction scientifique, qui disait: il y a 2 possibilités,
soit l'humanité est seule dans l'univers, soit elle ne l'est pas. Dans les deux cas, c'est effrayant. Tu es toujours la star. Hein, deux hommes qui ont bien commencé. Tu sais, le patriarcat est une emprise. Donc merci beaucoup. Sur ce sujet. Un livre que tu n'as pas dans ta librairie, mais je ne t'en avais